Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat, la séance. Et avant de suivre les travaux parlementaires de la Haute Assemblée, l'actualité de ce jour, c'est aussi les vœux de François Hollande aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi. Le chef de l'État qui veut des contreparties à la baisse des charges pour les entreprises. On l'écoute. Ces contreparties doivent être peu nombreuses et centrées sur trois objectifs principaux. Le premier, c'est évidemment le nombre de créations d'emplois, prioritairement pour les jeunes et pour les seniors, à travers le développement des formations en alternance, l'apprentissage, les contrats de génération et, d'une manière générale, le volume global des embauches. Le deuxième objectif, c'est la qualité des emplois, à travers la formation des salariés, l'amélioration des grilles de classification et la réduction de la précarité du travail. Enfin, dernière contrepartie, les entreprises doivent s'engager à investir davantage en France et à relocaliser autant qu'il est possible leurs activités sur le territoire national. Et on débattra de ce pacte de responsabilité avec nos invités dans 24 heures Sénat, le débat à 19 heures. Tout de suite un œil sur votre programme de l'après-midi. À partir de 16h30, place à la séance avec la proposition de loi sur le contrôleur général des prisons. Puis à 18h15, preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui reçoit aujourd'hui Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation. Et on se retrouve donc pour le reste de l'actualité politique et parlementaire à partir de 19 h dans 24 heures Sénat. Mais tout de suite, on va retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat avec votre invité, Tam, aujourd'hui. Catherine Tascal est l'auteur de cette proposition de loi débattue cet après-midi dans l'hémicycle sur le contrôleur général des lieux privatifs de liberté. Et oui, effectivement, Delphine, Catherine Tasca, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sénatrice socialiste, vous êtes la rapporteure de cette proposition de loi qui vise à renforcer les pouvoirs du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Alors en un mot, cette autorité du contrôleur général des lieux de privation de liberté a été créée en 2007 pour faire respecter les droits fondamentaux dans des personnes privées de liberté. Alors ce sont bien sûr dans les prisons, mais pas seulement. On parle aussi des hôpitaux psychiatriques, des centres de rétention, des centres d'éducation fermés. Alors depuis 5 ans, le travail de Jean-Marie Delarue a été considérable, il a été souvent salué. Est-ce que pour vous, il a réussi par son action à améliorer les conditions de détention de ces détenus ou bien a-t-il surtout réussi à alerter l'opinion publique sur ce sujet ? Non, je pense qu'il a rempli pleinement sa mission, qu'il l'a incarnée de façon absolument remarquable. Et c'est vrai que cette institution occupe maintenant une place incontestée parce qu'elle appelle à la vigilance sur ce qui peut éventuellement se passer dans les lieux de privation de liberté. C'est un progrès pour les personnes retenues, c'est un progrès aussi pour toutes les professions qui interviennent dans ces milieux, qu'il s'agisse des centres de rétention, des hôpitaux psychiatriques qui accueillent des personnes qui sont hospitalisées sans leur consentement. Donc il y a cette vigilance, il y a aussi sa capacité à formuler des propositions pour pallier ce qu'il a constaté, et donc il accompagne véritablement toutes ces institutions, tous ces lieux de privation de liberté dans leur évolution et dans les améliorations qui sont nécessaires. Donc nous tirons un bilan extrêmement positif de sa fonction. Un bilan extrêmement positif, mais pour autant, il a dû aussi être confronté à certains problèmes. Votre proposition de loi vient aussi tenter de résoudre ces problèmes. Quels ont-ils été ? Alors, d'une part, il a institué des pratiques que nous tenons à inscrire dans la loi, parce que nous espérons que cette institution sera pérenne, et donc les bonnes pratiques de Jean-Marie Delarue seront inscrites dans la loi. Je pense en particulier à la portée des saisines et à leurs conséquences. Mais il a souvent insisté sur le fait que la qualité du travail qu'il accomplit est très dépendante du nombre et de la fiabilité des informations qui lui
parviennent. Donc dans ce domaine, il a en effet connu un certain nombre de limites très ponctuelles. Ça n'est pas du tout la règle générale, mais parfois il y a obstacle pour que les informations lui parviennent. Le texte agit de deux manières. D'une part, en imposant aux établissements concernés et aux administrations concernées de répondre à ces observations, à ces avis, dans des délais qui soient convenables, mais aussi et surtout, et c'est sans doute le grand changement du texte par rapport à 2007, il vise à protéger toutes ces sources d'informations, toutes les personnes qui entrent en contact avec lui et qui pourraient et qui sont parfois l'objet de mesures de représailles ou de dissuasion. Donc il est essentiel que ceci puisse être empêché, ces pressions, ces rétorsions, et c'est pourquoi nous avons institué un délit d'entrave qui, si les faits sont avérés, si des personnes subissent des mauvais traitements, des pressions, une dissuasion à travers 1001 canaux possibles à l'intérieur des milieux de privation de liberté, il faut qu'il y ait un recours jusqu'au pénal, et c'est pourquoi nous créons le délit d'entrave. Un peu comme on renforce par exemple le statut des lanceurs d'alerte par exemple? C'est le même esprit, c'est-à-dire que, encore une fois, la qualité de son travail pour le contrôleur général dépend énormément du flux d'informations, soit qu'il récolte lui-même avec ses collaborateurs dans ses visites sur place, soit les informations qui lui parviennent par tout moyen et venant de ces milieux-là. Il faut veiller à ce que cette source-là ne se tarisse pas. Et pour ça, il faut mettre absolument à l'abri les informateurs ou les plaignants de toute mesure de rétorsion. Donc le délit d'entrave vise bien cela, ne pas faire obstacle au bon travail du contrôleur général. Il y a une autre innovation, à mon avis, importante dans cette proposition de loi, c'est l'extension du champ de compétences du contrôleur général qui pourra désormais accompagner les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Jusqu'à présent, le rôle du contrôleur général s'arrête aux portes des centres de rétention. Or, on sait que souvent, derrière, il y a un transfert et un voyage plus ou moins long. Et donc, il pourra, s'il est alerté ou simplement s'il procède par sondage sur ces opérations, il pourra exercer son contrôle, ses observations et ses propositions d'aménagement des méthodes à l'occasion de ces opérations d'éloignement. Je crois que c'est très important. Juste en un mot, alors jusqu'ici, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a échappé à la fusion possible avec une institution plus large, celle du défenseur des droits. Alors certains s'inquiètent encore d'une possible fusion. Est-ce que vous le craignez encore de votre côté ? Tout est imaginable, mais très franchement, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet de fusion. Et en tout cas, si je peux exprimer la position très majoritaire du Sénat, la mienne personnelle aussi, c'est qu'en confortant cette fonction, on assure sa pérennité en tant qu'institution indépendante. C'est très spécifique ce travail du contrôleur général et tous ces milieux de privation de liberté sont très spécifique. Nous ne souhaitons absolument pas que l'institution soit agglomérée dans un ensemble plus vaste et on pense évidemment, ça a déjà été envisagé, aux défenseurs des droits. D'ailleurs, les deux, le défenseur des droits comme le contrôleur général, insistent sur la complémentarité de leur mission. Le défenseur des droits alerté sur tel ou tel litige intervient pour conduire à un règlement du litige particulier. Le rôle de base du contrôleur général, c'est d'exercer une vigilance permanente sur tous ces lieux de privation de liberté et de pouvoir suggérer des évolutions de leur fonctionnement. Il peut aussi être amené à intervenir dans des cas particuliers, mais sa fonction est préventive plus que curative. Merci beaucoup Catherine Tasca d'avoir répondu à nos questions. Je vous rejoindre la séance. Voilà ce que l'on pouvait dire donc dans cette salle des conférences du Sénat, Delphine. Merci beaucoup Tam. Alors sans plus tarder, direction l'hémicycle pour suivre la discussion de ce texte et on se retrouve tout à l'heure.
La séance est reprise et l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi modifiant la loi numéro 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté, présentée par Madame Catherine Tasca et les membres du groupe socialiste et apparentés. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Catherine Tasca, auteure de la proposition de loi et rapporteure de la commission des lois. Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, notre Haute Assemblée est aujourd'hui amenée à examiner la proposition de loi que j'ai l'honneur de vous soumettre avec les membres du groupe socialiste afin d'apporter plusieurs modifications à la loi du 30 octobre 2007 qui a institué un contrôleur général des lieux de privation de liberté. Je tiens à saluer le fait que l'inscription à l'ordre du jour du Sénat de cette proposition de loi est une nouvelle marque de l'attention particulière que notre Assemblée accorde à la situation des personnes privées de liberté et en particulier de notre attachement à l'existence d'une autorité de contrôle indépendante chargée de veiller au respect des droits fondamentaux de ces personnes. Dès avril 2001, le Sénat avait d'ailleurs adopté une proposition de loi de notre collègue Jean-Jacques Hyest visant notamment à instaurer un contrôle général des prisons. La loi du 30 octobre 2007 a également été l'occasion de nous conformer au protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture des Nations unies du 18 décembre 2002 et qui a été ratifié par la France le 28 juillet 2008. Au terme de la loi du 30 octobre 2007, qui s'est voulue plus large que ce que prévoient les engagements internationaux de la France, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a pour mission de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux, mission que son actuel et premier titulaire, M. Jean-Marie Delarue, a incarnée excellemment. Le législateur a choisi d'étendre la compétence de ce dernier au-delà des établissements pénitentiaires à tous les lieux susceptibles d'accueillir des personnes privées de liberté par décision d'une autorité publique. Locaux de garde à vue, zones d'attente, centres de rétention administrative, dépôts des palais de justice, ainsi qu'aux établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement. Le contrôleur général a su pleinement se saisir de toutes les prérogatives dont il a été investi par la loi. Depuis 2008, le contrôleur général a su démontrer son efficacité à travers un bilan remarquable avec plus de 800 établissements visités, conformément à l'engagement pris par lui au début de son mandat d'effectuer 150 visites par an. D'ici à l'été 2014, la quasi-totalité des établissements pénitentiaires aura été visitée. Il faut également souligner que malgré des moyens budgétaires modestes, le contrôle s'est rendu à plusieurs reprises dans les départements et collectivités d'outre-mer où certains établissements fonctionnent dans des conditions fortement dégradées. S'agissant des saisines, M. Jean-Marie Delarue a pris la décision, dans le silence de la loi, de répondre à tout courrier qui lui était adressé et, le cas échéant, d'envisager les suites à leur donner en effectuant des enquêtes et en confiant à des collaborateurs le soin d'aller vérifier sur place la réalité des faits. Ces saisines représentent depuis 2012 environ 4 000 courriers par an. Enfin, le contrôleur général a pleinement fait usage de la faculté de publier des avis ou des recommandations sur des problématiques particulières et par la publicité donnée à ses prises de position, il a contribué à porter dans le débat public des questions qui n'étaient quasiment jamais évoquées auparavant. En outre, son expertise nous a souvent été utile, à nous législateurs, lorsque nous avons eu à nous prononcer sur des sujets importants comme la réforme de la garde à vue, par exemple. Je tiens ici à rendre véritablement hommage à M. Jean-Marie Delarue, dont l'action a permis d'asseoir la légitimité de l'institution, car il a su allier une intransigeance sur les principes avec un souci permanent du dialogue, de l'écoute des responsables et des personnels exerçant dans les lieux de privation de liberté et une exigence de rigueur imposée à ses équipes. Lors de l'examen de la loi du 30 octobre 2007,
notre collègue Jean-Jacques Hyest, rapporteur au nom de notre commission des lois, avait estimé que la première personnalité appelée à exercer les fonctions de contrôleur général devrait réunir, je le cite, la compétence et l'expérience nécessaires pour bénéficier d'un crédit incontestable auprès de l'opinion publique, tout en suscitant la confiance des administrations et des personnels responsables des lieux soumis à son contrôle. Nous nous accorderons, j'en suis sûre, à reconnaître que M. Jean-Marie Delarue a su parfaitement répondre à cette exigence en donnant toute sa portée à la loi de 2007 et en mettant en place, dans le silence du texte, des pratiques conformes à une conception exigeante et ambitieuse de sa mission. Avec l'achèvement du mandat de M. Jean-Marie Delarue, qui arrivera à son terme en juin prochain et n'est pas renouvelable, se pose la question des perspectives d'avenir pour cette institution. En 2011, lors de l'examen du projet de loi organique relatif aux défenseurs des droits, le Sénat s'était opposé à l'absorption par ce dernier du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Notre collègue Patrice Gélard, rapporteur de ce texte, avait notamment fait valoir que les missions de ces deux autorités étaient différentes, mais aussi, en tout état de cause, qu'il convenait de dresser le bilan de l'action du contrôleur général avant d'examiner toute éventuelle évolution institutionnelle de ce dernier. L'examen de cette proposition de loi est l'occasion de réaffirmer l'attachement du Sénat à l'existence d'une autorité autonome chargée du contrôle des lieux de privation de liberté. En pratique, d'ailleurs, les missions de l'un et de l'autre sont complémentaires. S'il appartient aux défenseurs des droits de rechercher des solutions à des litiges particuliers, le contrôleur général a, lui, une mission de contrôle et de prévention. Par ses avis et ses recommandations, il contribue à accompagner les différentes administrations dans l'évolution de leurs pratiques. Le défenseur des droits, dans le bilan qu'il fait de l'action entre 2000 et 2013 auprès des personnes détenues, insiste lui-même sur cette complémentarité des rôles. J'estime pour ma part que le contrôleur général a fait la preuve de son utilité et je souhaite que son autonomie soit préservée. C'est du reste la position qui a été partagée par de nombreux collègues lors de l'examen de ce texte en commission des lois mercredi dernier. Au terme de près de 5 ans et demi d'activité, l'expérience démontre qu'il est néanmoins nécessaire d'apporter des amendements à la loi initiale pour conforter la place et le rôle du contrôleur général des lieux de privation de liberté dans le domaine de la défense des libertés publiques. C'est ce que propose de faire cette proposition de loi qui, bien loin d'être une initiative isolée, doit être perçue comme s'inscrivant dans la dynamique globale initiée par la garde des Sceaux, Mme Christiane Taubira, pour repenser la justice du XXIe siècle, dont le fonctionnement devra être simplifié et amélioré, en veillant toujours à placer le citoyen au cœur du service public de la justice. Nous ne devons jamais oublier que les personnes privées de liberté pour payer leurs dettes à la société demeurent des citoyens à part entière et non des sous-citoyens. Une privation de liberté respectueuse des droits fondamentaux des personnes est sans doute une des conditions pour que la détention conduise à la réinsertion et pour qu'elle contribue à la prévention de la récidive. Le respect des droits fondamentaux s'impose évidemment de la même manière et avec autant de force pour les étrangers en situation irrégulière et pour les malades mentaux internés. Si l'esprit qui a prévalu à la création du contrôleur général des lieux de privation de liberté et qui a prévalu à l'élaboration de la présente proposition de loi a été de garantir la situation des personnes privées de liberté, il ne faut pas que ce texte soit perçu ou subi comme un acte de défiance à l'égard des personnels des administrations concernées. J'ai, lors des auditions, entendu notamment les représentants des directeurs et des personnels de l'administration pénitentiaire qui expriment une grande sensibilité face à certaines prises de position du contrôleur général, certains d'entre eux ressentant les critiques formulées sur le fonctionnement d'un établissement comme une remise en cause de leur travail. Ce sentiment d'amertume ne doit pas être négligé, car tous les personnels en charge de ces lieux ont, et je l'ai souligné devant la commission des lois, une tâche très difficile et souvent des moyens encore insuffisants. Or, le fonctionnement de ces établissements repose avant tout sur les personnels dont une grande majorité s'acquitte de ces fonctions
avec conscience professionnelle et probité. La mission et la préoccupation première du contrôleur général des lieux de privation de liberté sont de faire progresser le fonctionnement des lieux, de tous les lieux de privation de liberté, en repérant les lacunes, les défauts et les éventuels manquements, et en proposant les solutions à y apporter. Il n'y a assurément aucune volonté de stigmatisation de telle ou telle profession, mais plutôt le souci de l'accompagner dans l'amélioration constante de son exercice. J'en viens à présent à la proposition de loi. Celle-ci s'appuie sur le premier bilan du contrôleur général et tire les conséquences d'un certain nombre de pratiques, de difficultés ou de résistances rencontrées au cours des 5 années écoulées. En premier lieu, elle comporte diverses mesures destinées à protéger les interlocuteurs du contrôleur général. Jean-Marie Delarue a souvent eu l'occasion de souligner la qualité du dialogue instauré avec les responsables des lieux de privation de liberté et dans la grande majorité des situations, ces équipes ont pu accéder aux documents dont ils avaient besoin pour l'exercice du contrôle. Des difficultés ponctuelles se sont toutefois présentées, notamment à l'occasion d'enquêtes portant sur des faits précis. Il a notamment cité la difficulté à accéder parfois à des images de vidéosurveillance, par exemple. Surtout, le principal obstacle à la mission du contrôleur général réside aujourd'hui dans les pressions et risques de représailles dont font l'objet, dans certains établissements, celles et ceux qui s'adressent au contrôleur général ou acceptent de s'entretenir avec ses équipes. Cela peut concerner non seulement des personnes privées de liberté, mais également, bien sûr, des personnels travaillant dans ces lieux. Vraisemblablement, de tels comportements relèvent d'initiatives individuelles qui sont ignorées des responsables d'établissement ou des représentants des personnels que j'ai entendus. Ces comportements n'en sont pas moins avérés et inacceptables. La proposition de loi introduit plusieurs mesures destinées à protéger toute personne entrant en relation avec le contrôleur général de telles mesures de rétorsion. Elle crée également un délit d'entrave à l'action du contrôleur général sur le modèle de ce qui existe pour d'autres autorités indépendantes, comme le Défenseur des droits ou la CNIL notamment. Enfin, la proposition de loi renforce, sous peine de sanctions pénales, les dispositions de la loi pénitentiaire sur le secret des correspondances entre les personnes détenues et le contrôleur général. Second axe de la proposition de loi, permettre au contrôleur général d'accéder à un nombre plus important d'informations. M. Delarue a maintes fois souligné la nécessité pour l'efficacité de sa mission du nombre et de la qualité de ces informations. Dans les faits, celui-ci continue à se voir opposer un certain nombre de restrictions, légales ou pratiques, en particulier lorsque ces enquêtes portent sur des faits précis. Plusieurs dispositions visent à remédier à ces difficultés. Tout d'abord, la proposition de loi lève de façon encadrée l'interdiction faite jusqu'à présent au contrôleur général d'accéder à des informations couvertes par le secret médical. En pratique, cette interdiction limite la portée de son contrôle, par exemple lorsque les faits dont il est saisi portent sur des allégations de mauvais traitement ou sur l'abus de mesures de contention en hôpital psychiatrique. Prenant modèle sur les dispositions applicables aux défenseurs des droits, la proposition de loi propose d'autoriser le contrôleur général à accéder à des informations couvertes par le secret médical à la demande expresse de la personne concernée. Ce consentement ne serait toutefois pas nécessaire lorsque les faits concernent des sévices commis sur un mineur ou sur une personne incapable de se protéger. S'agissant du contrôle des locaux de garde à vue, la proposition de loi prévoit expressément la possibilité pour le contrôleur général de prendre connaissance des PV de déroulement de garde à vue. Enfin, la proposition de loi ouvre la possibilité au contrôleur général de faire face aux résistances rencontrées en mettant en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe. Enfin, le dernier axe de la proposition de loi est consacré à la clarification du cadre légal de l'action du contrôleur général. La procédure applicable aux enquêtes est précisée afin de lever tout risque d'ambiguïté. Les ministres devront également désormais
répondre systématiquement aux observations du contrôleur général dans un délai déterminé. Le contrôleur général devra être informé des suites données à ces démarches auprès du procureur de la République ou auprès de l'autorité chargée du pouvoir disciplinaire. Enfin, ces avis seront systématiquement publiés, ce qui consacre dans la loi la pratique mise en place par lui depuis 2008. À la suite d'interrogations qui ont été formulées en commission, je précise que cette publicité systématique s'appliquera aux avis, recommandations et propositions et non nécessairement aux rapports de visite ou aux rapports d'enquête. L'article 1er de la proposition de loi prévoit d'ailleurs expressément que la publication des rapports d'enquête n'est qu'une faculté pour le contrôleur général. Par ailleurs, et en tout état de cause, la publicité donnée à ces prises de position doit respecter les prescriptions de l'article 5 de la loi d'octobre 2007, qui rappelle que le contrôleur général est astreint au secret professionnel et que ses interventions publiques ne doivent pas comporter d'éléments permettant l'identification des personnes. J'ajoute, pour répondre également à une inquiétude formulée en commission des lois, que la proposition de loi prévoit que lorsqu'il adresse des observations au ministre concerné, le contrôleur général doit tenir compte de l'évolution de la situation depuis sa visite. Cette disposition est importante car, compte tenu des effectifs et de la charge de travail du contrôle général, ces observations sont parfois transmises plusieurs mois après la visite de ses équipes. Prévoir qu'il tient compte de l'évolution de la situation depuis sa visite permettra au ministre de disposer d'informations actualisées et, le cas échéant, d'apprécier la pertinence des réponses apportées par les responsables du lieu visité aux observations du contrôleur général. Sur ma proposition, la commission des lois a apporté 4 modifications au texte de la proposition de loi. La première modification a consisté à compléter le texte afin d'élargir la compétence du contrôleur général à l'ensemble des mesures d'éloignement forcé d'étrangers en situation irrégulière. Je rappelle qu'aujourd'hui, le contrôleur général est compétent pour contrôler les zones d'attente et les centres de rétention administrative, mais sa compétence s'arrête aux portes de ces établissements. Or, la directive Retour de 2008 nous impose de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé, incluant l'ensemble des phases de transfert jusqu'à la remise de l'intéressé aux autorités du pays de destination. Concrètement, il s'agit de permettre l'exercice d'un contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes lors des phases de transfert, notamment dans l'avion. La commission des lois a souhaité donner une traduction législative à cette obligation dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi et a confié cette mission au contrôleur général des lieux de privation de liberté, puisque ce dernier est déjà compétent pour contrôler les centres de rétention administrative. Dans un souci de cohérence de notre droit, nous avons estimé que cette extension de compétences ne devrait pas être limitée aux éloignements vers les pays tiers de l'Union européenne, comme l'aurait conduit à le faire une interprétation stricte de la directive Retour, et nous l'avons prévu pour l'ensemble des mesures d'éloignement exercées par les autorités françaises, y compris vers des pays membres de l'Union européenne. Deuxième sujet sur lequel la commission des lois a fait évoluer le texte, la question du secret médical. C'est un sujet très sensible pour une grande partie des professionnels de santé, dont on sait le rôle essentiel qu'ils jouent dans les lieux de privation de liberté. En tant qu'auteur de cette proposition de loi, j'avais pris le parti de me caler sur les dispositions applicables aux défenseurs des droits, qui s'appuient sur le consentement express de la personne. Une autre option qui m'a été suggérée lors des auditions aurait été de s'inspirer de ce qu'a prévu la loi Kouchner de mars 2002 pour les contrôles de l'IGAS ou des ARS, un accès non conditionné au consentement de la personne, mais réservé aux seuls membres de l'IGAS ou de l'ARS titulaires d'un diplôme de médecin. La solution qu'a retenue la commission des lois est une solution intermédiaire entre ces deux dispositifs. Dans le temps qui nous est imparti pour l'examen de ce texte, dont une adoption rapide par le Parlement me paraît souhaitable, il nous a semblé délicat de passer outre le consentement de l'intéressé. En revanche, nous avons assoupli les modalités de ce consentement. Plutôt qu'une demande expresse de la personne,
nous avons retenu le principe de son accord dans un souci de pragmatisme afin de tenir compte des conditions de fonctionnement de certains établissements et afin de ne pas exposer la personne intéressée à d'éventuelles pressions. Surtout, afin d'apaiser les craintes du corps médical, nous avons prévu que seuls les collaborateurs du contrôleur général titulaires d'un diplôme de médecin pourront prendre connaissance d'informations couvertes par le secret médical, à charge pour eux d'en extraire les informations nécessaires au contrôle. 3 praticiens hospitaliers font à l'heure actuelle partie de l'équipe du contrôleur général. J'irai plus vite sur les 2 dernières modifications apportées par la commission des lois. Sur la proposition conjointe de nos collègues Esther Benbassa et Aline Archimbaud et de moi-même, la commission des lois a préféré renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de détailler les modalités d'organisation interne du contrôle général et en particulier, éventuellement, le statut des chargés d'enquête. Enfin, la commission des lois a adopté un amendement permettant l'application de la nouvelle loi dans les collectivités d'outre-mer. En conclusion, l'adoption de la présente proposition de loi à l'unanimité de notre commission des lois démontre une nouvelle fois que ce sujet dépasse les clivages politiques. J'émets le souhait que notre Haute Assemblée puisse confirmer ce vote en donnant une forte légitimité à ce texte et par là même confirmer l'institution du contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rôle et dans la mission qui est la sienne. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Madame la ministre, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, comme vient de l'indiquer Madame la rapporteure, nous examinons cet après-midi un texte d'une extrême importance, mais surtout un texte qui a bénéficié de l'expérience du contrôleur général des lieux de privation de liberté, une expérience extrêmement riche, d'une très grande qualité, mais surtout avec une réflexion et un recul sur cette expérience qui a permis que le texte soit aussi bien structuré, avec ces 8 articles bien construits qui permettent de couvrir l'essentiel des conclusions que le contrôleur a tirées lui-même de l'expérience qu'il a conduite, mais surtout des difficultés, des situations diverses auxquelles il a été confronté. Je me permets de vous remercier, Madame la Ministre, pour le travail que vous avez effectué. Dès que j'ai rencontré et reçu à la Chancellerie pour la première fois en juin 2012 Monsieur le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il m'a fait état d'un certain nombre de dispositions qu'il aurait été souhaitable d'introduire en modification de la loi du 30 octobre 2007, de façon à consolider l'exercice de la haute mission qui lui a été confiée et qui, bien entendu, reviendrait à son successeur, car il y a en plus cette dimension de désintéressement dans la démarche du contrôleur général, puisque son mandat n'étant pas renouvelable, il veille à améliorer l'exercice de cette fonction, de cette mission, pour la personnalité qui aura à prendre en charge cette charge extrêmement importante qui a été déterminée à une très large majorité, sinon à l'unanimité, lors de l'adoption de cette loi du 30 octobre 2007. Je vous ai donc fait savoir très vite les bonnes dispositions de la Chancellerie vis-à-vis de ce texte et mis à disposition toutes les informations susceptibles d'être utiles de façon à ce que cette amélioration de la loi du 30 octobre soit la meilleure que l'on puisse concevoir. Ce texte que vous nous présentez s'inscrit dans un long processus que l'on peut considérer comme étant une élaboration de la condition juridique du détenu. Ce long processus a connu une inflexion assez forte dans les années 80, avec un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par le garde des Sceaux d'alors, Robert Badinter, notamment par la généralisation des parloirs sans dispositif de séparation, mais aussi par d'autres mesures sur la protection sociale, sur le régime disciplinaire, de façon à garantir effectivement
effectivement le respect des droits fondamentaux, les personnes détenues étant des personnes privées de liberté, exécutant une décision de justice, mais qui ne sont pas privées de leurs autres droits. Un contexte général a favorisé cette prise en compte. Ce contexte a été à l'origine donc un certain nombre d'initiatives de l'exécutif, mais d'autres initiatives aussi l'ont enrichi. Le contrôle extérieur s'est développé lui-même. Par exemple, évidemment, les juges, l'institution, l'autorité judiciaire peut se présenter dans les établissements pénitentiaires à tout moment, mais d'autres autorités aussi, le préfet, la CNIL, la CADA, peuvent se présenter, l'inspection du travail. Il y a donc un processus de contrôle qui s'est mis en place. La loi de 1994 a reconnu l'accès aux soins pour les personnes détenues. La garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, par sa loi du 15 juin 2000, relative à la présomption d'innocence et à la protection des victimes, a permis aux parlementaires de pouvoir se rendre librement dans les établissements pénitentiaires. Dans le projet de loi sur la protection du secret des sources des journalistes, dont la discussion a malheureusement été différée, que je présenterai au Parlement, dans ce projet de loi, il est prévu que les journalistes puissent accompagner les parlementaires dans ces visites inopinées. Et déjà, dès 1995, l'autorité administrative elle-même a considéré qu'elle pouvait étendre son contrôle, son champ de contrôle, y compris sur ce que l'on appelle des mesures d'ordre intérieur, et c'est ainsi qu'elle a prononcé des jugements, par exemple sur des décisions de changement d'affectation, sur des sanctions disciplinaires et même sur les conditions d'inscription au registre des personnes, des détenus spécialement surveillés, particulièrement surveillés. Il y a donc eu tout un processus qui s'est mis en place et qui a permis de construire une condition juridique qui, évidemment, devait trouver sa concrétisation dans un texte de loi. Ce contexte a aussi été marqué par un certain nombre de rapports et d'initiatives qui ont contribué à informer l'opinion publique et à la sensibiliser. Parmi ces rapports remarquables, il y a celui de Guy Canivet lorsqu'il était premier président de la Cour de cassation, un rapport qu'il a publié en 1999. Il y a eu le rapport de la Commission des lois du Sénat et celui de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Le rapport de la Commission des lois du Sénat, dont vous étiez un des auteurs, je sais, avec M. Cabanel. Une commission d'enquête, pardon, c'est vrai. Oui, tout à fait. Ce sont deux commissions d'enquête qui ont été mises en place au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et vous avez été signataire, l'auteur d'un rapport avec M. Cabanel. Ce rapport a donné lieu à une proposition de loi que vous avez déposée, qui a été examinée d'ailleurs au Sénat, qui a été adoptée en avril 2001. Et ce rapport, ces informations, les débats qui ont eu lieu ont permis d'éclairer et d'informer l'opinion publique et de la sensibiliser à la nature réelle d'un établissement pénitentiaire avec la conception d'une prison républicaine, c'est-à-dire des lieux où des personnes sont privées de liberté par décision de justice, mais qui ne sont pas des lieux de relégation et où nous avons l'obligation de veiller au respect des droits fondamentaux. Il y a eu également à la même époque un livre qui a constitué un électrochoc, c'est le livre du docteur Vasseur, qui a fortement informé et bousculé l'opinion publique. Et il nous faut quand même aussi saluer le travail qui est effectué par les associations, parce que ces associations exercent une vigilance civique sur ces lieux de privation de liberté, et cette vigilance civique a été tout à fait utile. Outre ces processus parlementaire, législatif, d'information et de militantisme associatif, il y a eu aussi un contexte international qui a été favorable, notamment le protocole contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants qui a été signé par la France en 2002, ratifié en 2005 et qui est une des sources
de droit qui a conduit à la loi du 30 octobre 2007. Juste avant la loi du 30 octobre 2007, les règles pénitentiaires européennes adoptées par le Conseil de l'Europe en 2006 ont également contribué à construire l'architecture de cette autorité indépendante chargée du contrôle des lieux de privation de liberté. Ces lieux de privation de liberté s'entendent évidemment largement puisque la loi du 30 octobre 2007 s'est inspirée du protocole de 2002, ratifié en 2005, et donc charge cette autorité indépendante de vérifier que les personnes détenues ne sont pas soumises à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Mais la loi de 2007 va plus loin puisqu'elle charge également cette autorité indépendante de s'assurer du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Ces personnes privées de liberté se retrouvent évidemment dans les établissements pénitentiaires, mais elles se trouvent également dans les locaux de garde à vue, dans les centres de rétention administrative, dans les zones d'attente, dans les locaux de rétention douanière, ainsi que dans les établissements hospitaliers où sont admis des patients sans leur consentement. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a donc mission de s'assurer dans tous ces établissements du respect des droits fondamentaux. Il bénéficie, du fait de la loi du 30 octobre, d'un statut qui a établi un champ de compétences large, d'une part, et un certain nombre de prérogatives qui lui ont permis d'exercer correctement ses missions. Son champ de compétences est étendu évidemment à tous ces lieux de privation de liberté que je viens d'évoquer, et il a la liberté lui-même d'accéder à ces lieux du fait justement, comme l'a rappelé Madame la rapporteure, qu'il est soumis au secret professionnel. Il peut donc avoir accès librement à ces lieux ainsi qu'aux documents qui lui paraissent nécessaires pour comprendre la situation à laquelle les personnes privées de liberté sont confrontées. Le contrôleur général peut être saisi par le Premier ministre, il peut l'être par des membres du gouvernement, donc par des ministres, il peut l'être aussi par les membres du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le défenseur des droits, mais aussi par des personnes physiques et des personnes morales qui ont pour objet de traiter de ces questions relatives au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Nous avons eu la chance d'avoir pour occuper cette première haute fonction une personnalité de l'envergure et de la qualité de Jean-Marie Delarue. Et je me joins très très volontiers aux hommages que vous lui avez rendus, Madame la rapporteure, parce que c'est une personne d'une grande rectitude morale, d'une grande exigence, d'une intransigeance, comme vous avez dit, au sens noble de l'intransigeance, c'est-à-dire d'une personne qui ne compose pas et pour qui l'éthique et les principes sont intangibles. Nous avons eu la chance, en plus, de bénéficier d'une personne d'une grande intelligence, d'intelligence de situation, intelligence des contextes législatifs, intelligence aussi des relations internationales et de l'apport de certains textes, notamment des textes européens, pour faire évoluer notre droit. Notre droit a d'ailleurs bien évolué sous la pression des règles pénitentiaires européennes que j'évoquais tout à l'heure, puisque dans le dispositif législatif qui a conduit à la création de cette haute autorité qu'est le CGLPL, il y a bien entendu la loi pénitentiaire de 2009 qui a fortement intégré les règles pénitentiaires du Conseil de l'Europe de 2006. Grâce donc au sérieux, à l'efficacité, à la rigueur avec lesquelles Jean-Marie Delarue a exercé cette haute mission, au recul qu'il a pris sur sa mission de façon à y réfléchir et à en mesurer les faiblesses, les points forts, les nécessaires aménagements, grâce à cette expérience extraordinaire, nous avons aujourd'hui une proposition de loi dense, substantielle, qui nous permet d'améliorer cette haute instance indépendante. Le contrôleur général a un bilan extrêmement conséquent. Vous en avez tracé quelques lignes, Madame la rapporteure. Pour ce qui concerne nos établissements pénitentiaires, il a effectué 179 visites, dont 18 dans des établissements hospitaliers où sont accueillies des personnes
son consentement. Il a émis des recommandations sur la base de la procédure d'urgence. Il en a émis notamment sur ces dernières années, en 2011, concernant un établissement pénitentiaire de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Et c'est heureux parce que les Outre-mer ont souvent été fortement négligés. Il y a un retard considérable sur le parc pénitentiaire dans les Outre-mer, ainsi d'ailleurs souvent que sur le parc judiciaire. Il n'a donc pas négligé ces territoires lointains et il a émis des avis sur la Nouvelle-Calédonie. Il en a émis sur Mayotte aussi, dans l'océan Indien. Et grâce à ces avis, notamment sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai pu prendre un certain nombre d'initiatives assez rapidement. D'abord, évidemment, une inspection de nos propres services et ensuite une mission d'une conseillère d'État, enfin d'une équipe dirigée par la conseillère d'État, Mme Humbert Carretta, ce qui nous a permis de mettre en œuvre très rapidement un programme de réhabilitation et de construction en Nouvelle-Calédonie. Dans la procédure d'urgence, il y a eu également des observations concernant les baumettes à Marseille, mais nous avions déjà, dès le premier budget engagé et même en budget rectificatif, donc dès l'année 2012, engagé un certain nombre de travaux aux baumettes. Donc nous avions anticipé ces observations du contrôleur général, mais en tout état de cause, ce qui est important, c'est que ce bilan du contrôleur général, qui est extrêmement dense et que je ne vais donc pas énoncer à la tribune aujourd'hui, ce bilan contribue de façon très importante à l'amélioration de la gestion de ces établissements et à la prise en compte de la vie qui s'y déroule. Il a émis toute une série d'avis thématiques qui concernent, par exemple, la présence de jeunes enfants dans les prisons et les quartiers mère-enfant, qui concernent aussi les politiques sociales et de réinsertion, qui concernent la prise en charge des personnes transsexuelles ou l'exercice des cultes. Donc ces avis sont sur des sujets extrêmement divers, mais qui sont des sujets de vie à l'intérieur de ces lieux clos et qui sont donc extrêmement utiles de façon à ce que nous puissions améliorer le fonctionnement de ces établissements. Son activité a donc couvert l'ensemble de nos établissements dans l'Hexagone ainsi que dans les Outre-mer. Et je veille à ce que les réponses qui lui sont adressées le soient de façon circonstanciée d'une part et dans les délais souhaités d'autre part. La direction de l'administration pénitentiaire y travaille ardemment parce que le contrôleur général est extrêmement actif, extrêmement prolifique dans ses demandes d'avis, de ses observations et ses interpellations. Et donc c'est un travail extrêmement important qui est produit par notre administration pénitentiaire et ce travail non seulement est produit dans les délais, en qualité et en précision, il est d'ailleurs en général publié en même temps que les avis ou interpellations du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Mais en plus, nous veillons à l'application des dispositions parce que je considère que les réponses que nous adressons au contrôleur général sont des engagements de la chancellerie et nous veillons à l'application des dispositions que nous mettons comme élément de réponse. Cette vérification est assurée par notre inspection et par nos inspecteurs territoriaux, y compris donc dans les territoires lointains. Nous avons donc aujourd'hui l'opportunité d'améliorer cette instance indépendante dont je rappelle que la qualité du travail qui a été fourni nous a permis à nous aussi de saisir des urgences et de faire entendre la nécessité d'un certain nombre de dispositions. Parce que nous ne pouvons pas sous-estimer non plus la méconnaissance que la société a du fonctionnement des établissements pénitentiaires, de la vie qui s'y déroule. Nous ne pouvons pas sous-estimer la méconnaissance que nous avons d'une façon générale du travail considérable qui incombe au personnel pénitentiaire et de la nécessité de faire en sorte que ces établissements soient bien des lieux de privation de liberté, mais pas d'autres droits, et que la prison qui est confrontée à ce défi paradoxal qui consiste à retirer de la société des personnes sur lesquelles pèsent des décisions de justice, la prison doit les préparer à revenir dans la société. Autrement dit, ce retrait de la société est un temps que nous devons utiliser
de façon à ce que la personne détenue, une fois qu'elle aura exécuté l'ensemble de sa peine, puisse revenir de la société sans constituer un danger pour cette société. De sorte que tout le temps passé dans les établissements pénitentiaires doit être un temps utile et ce temps doit être maîtrisé par l'administration de façon à ce que le séjour en prison n'aggrave pas les conditions sociales, économiques et personnelles des personnes qui vont se retrouver par la suite dans la société. Grâce au travail effectué par Jean-Marie Delarue, nous avons donc pu avancer, nous avons pu poser aussi un certain nombre de chantiers que nous avons ouverts, y compris ici au Sénat. Et je vous remercie, Madame la rapporteure, d'avoir rappelé que toutes ces actions sont des actions de politique publique qui s'inscrivent dans la démarche qui vise à actualiser et moderniser la justice au XXIe siècle, à la mettre vraiment au service des citoyens et à faire en sorte que son efficacité, sa diligence, son accessibilité constituent un progrès général pour la société et qu'elle contribue en fait à la paix sociale et à la paix publique. Nous allons donc débattre de ce texte. Il a suscité 3 amendements. C'est un hommage à la qualité du travail qui a été fourni, aux auditions que vous avez conduites, à la qualité du rapport que vous avez rédigé et signé et au travail qu'a fourni la commission des lois. Dans ce rapport, vous dites que le contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce un magistère moral reconnu. C'est absolument indiscutable. Grâce aux dispositions qui sont contenues dans ce texte de loi, ce magistère moral, qui est un magistère d'influence, d'action et d'efficacité, sera en plus un magistère d'efficience, puisque cette évaluation de l'exercice de cette haute mission nous permet de l'améliorer, j'allais presque dire de la perfectionner et de faire en sorte qu'au prochain mandat, le travail du contrôleur soit encore plus performant. Mais Jean-Marie Delarue reste avec nous encore une demi-année, un semestre. Il a encore du travail à effectuer et bien entendu, pour ce qui concerne la chancellerie, nous continuerons à apporter les éclairages nécessaires à l'exercice de ces missions de contrôle et de respect des droits fondamentaux. Je veux terminer par un hommage à nos personnels pénitentiaires. Je vous remercie d'avoir rappelé qu'il n'y a pas d'antagonisme entre l'amélioration des conditions de détention, parce que l'amélioration des conditions de détention contribue à l'amélioration des conditions de travail pour les personnels pénitentiaires. Nous avons, avec les représentants des différents métiers pénitentiaires, nous avons pris un certain nombre d'initiatives. Nous avons signé notamment un protocole avec l'organisation syndicale majoritaire. Nous avons pris un certain nombre d'initiatives. Nous avons adopté un plan de sécurisation de nos établissements pénitentiaires. Donc nous avons conduit des actions qui améliorent à la fois la situation des personnels dans le parcours de leur carrière, mais également les conditions immédiates de travail dans nos établissements pénitentiaires. Il reste encore beaucoup à faire, parce qu'il y a un retard important qui a été accumulé sur les recrutements, sur les effectifs, sur la définition du sens des métiers, de l'évolution des métiers, sur aussi la façon de prendre en compte ces contrôles qui se sont multipliés sur nos établissements, qui sont nécessaires, qui sont une garantie du fonctionnement démocratique de nos établissements pénitentiaires, mais qui constituent aussi une pression sur nos personnels. Et il est important que cette pression soit vécue comme étant un acte démocratique qui contribue au contraire au bon exercice de l'action et des métiers des personnels pénitentiaires. Parce que ce sont ces contrôles qui permettent de faire voir quelles sont les défaillances d'État, quelles sont les obligations d'État, et de dégager les personnels pénitentiaires d'un certain nombre de responsabilités qu'on a tendance à leur imputer, alors que ces responsabilités proviennent d'un certain nombre de manquements de la part de la puissance publique. Ces contrôles sont donc démocratiques d'une part, mais ils sont aussi favorables à l'exercice des métiers des personnels pénitentiaires. Par conséquent, il n'y a aucun antagonisme
entre le fait d'améliorer les conditions de détention, de respecter les droits fondamentaux des personnes détenues d'une part, et d'autre part de reconnaître le travail qui est effectué par les personnels pénitentiaires, d'admettre les difficultés dans lesquelles ils exercent leur métier et de faire en sorte que ces métiers soient exercés dans des conditions qui soient de plus en plus favorables. C'est à cela que nous nous attelons depuis 20 mois aujourd'hui. J'ai évoqué ce protocole d'accord qui vise à revaloriser les métiers, alors qu'il y avait des retards sur les métiers notamment d'encadrement et le passage de surveillant à surveillant brigadier. J'ai évoqué ce plan de formation. Il y a également un groupe de travail sur les maisons centrales parce que nous avons des établissements qui ont des profils différents. J'ai évoqué aussi ce plan de sécurisation de 33 millions d'euros sur nos établissements. Tout cela converge pour améliorer les conditions de travail et les conditions de fonctionnement de ces établissements. Merci encore donc pour cette initiative qui permettra qu'effectivement avant la fin du mandat de M. Delarue, le rôle du contrôleur général des lieux de privation de liberté a été consolidé et c'est heureux pour notre démocratie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur François Zocchetto pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues, dans cette période où le Sénat est régulièrement incompris, avec des majorités fluctuantes, voire souvent inexistantes, nous devons nous réjouir de la belle unanimité qui se dégage, du moins c'est ce qu'il me semble, autour du texte que nous propose notre collègue Catherine Tasca. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté est une autorité protectrice des libertés. Et il a su trouver sa place dans nos institutions. Les débats lors de l'examen du projet de loi organique relatif aux défenseurs des droits ont permis de réaffirmer l'indépendance du contrôleur général, puisque le Sénat, vous vous rappelez sans doute, le Sénat a rejeté l'intégration du contrôleur général des prisons dans le défenseur des droits. Et pour nous, au Sénat, c'était la position de la Commission des lois, et nous sommes heureux qu'il en ait été ainsi. En effet, le contrôleur des prisons présente une réelle spécificité. Il n'est pas saisi par des personnes individuelles. Il visite tous les lieux de privation de liberté à tout moment, parce que les détenus et les gardiens hésitent, il faut bien le dire, ils hésitent à saisir une autorité de la défense de leurs droits par peur des représailles, assez souvent. Le contrôleur prononce des avis, des recommandations avec l'autorité qu'on lui connaît depuis un moment. Et le garde des Sceaux, à l'époque du débat sur le défenseur des droits, qui était Michel Mercier, avait d'ailleurs reconnu la particularité du contrôleur général et s'en était remis, je cite, à la sagesse du Sénat sur le point de savoir s'il devait être rattaché ou non au défenseur. L'indépendance du contrôleur général ne l'empêche pas de travailler de concert avec le défenseur des droits, comme le souligne la convention qui a été conclue entre ces deux institutions dès le mois de novembre 2011. Comme l'ensemble de mes collègues, je tiens ici à saluer la qualité du travail réalisé depuis 2008 par M. Delarue. Je le fais parce que son mandat arrive bientôt à échéance, son mandat qui lui aura permis d'effectuer plus de 800 visites de lieux de privation de liberté. Les locaux de garde à vue arrivent en tête et représentent plus du tiers des visites réalisées. Et je crois que c'était une bonne chose et ça a changé un certain nombre de pratiques. Pas de doute sur l'évolution des mentalités et des pratiques qui ont pu se développer ces dernières années du fait des visites et des observations qui ont été réalisées par M. Delarue. Mais j'en profite, à la suite de Madame la garde des Sceaux, pour rappeler que ces évolutions sont aussi à mettre au crédit de l'administration pénitentiaire, qui a beaucoup évolué ces dernières années, notamment grâce à la formation prodiguée par l'École nationale d'administration pénitentiaire. Ces fonctionnaires font évoluer le quotidien des prisons. Je ne
mais ne connaît pas les difficultés qui existent. Notre collègue Nathalie Goulet, tout à l'heure, aura l'occasion, je crois, d'évoquer le cas de la situation de la prison d'Alençon. Mais on peut retenir aussi les progrès qui ont été réalisés, et je ne citerai que l'exemple du travail important de prévention des suicides. Les chiffres parlent. Après plusieurs années d'exercice de ces missions, l'heure est venue de faire le point sur le contrôleur général et de s'interroger sur les éventuels aménagements à apporter à la loi du 30 octobre 2007. Plusieurs des aménagements proposés par la proposition de loi visent à pérenniser des pratiques qui ont été mises en place par M. Delarue. C'est vrai que la proposition de loi ne changera pas énormément de choses, mais elle permettra de mettre dans la loi ce qui est fait jusqu'à présent. Et je pense que ce n'est pas une précaution inutile, dans la mesure où le mandat de M. Delarue vient à son terme, et il nous convient de s'assurer que son successeur continue sur la même voie. Je citerai l'article 4 de la proposition de loi, qui prévoit de rendre systématiquement publics les avis, recommandations ou propositions émises par le contrôleur, ainsi que les observations en réponse des autorités publiques. Aujourd'hui, il ne s'agit que d'une simple possibilité, et je crois que c'est un progrès pour notre démocratie de rendre ces avis, ces opinions systématiquement publiques. Je rappelle d'ailleurs qu'il ne s'agit pas des observations formulées à l'issue de chaque visite qui, elles, n'ont pas vocation, bien évidemment, à être publiées. Je pense que c'est l'avis aussi de la chancellerie. Un mot très bref sur les amendements déposés par nos collègues écologistes à propos des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Je viens d'apprendre, mais je n'en ai pas la confirmation, que ces amendements pourraient être retirés. Néanmoins, si d'aventure ils ne l'étaient pas, je me permets de faire une observation, dans la mesure où ces amendements suggèrent l'ouverture aux visites du contrôle général des établissements de personnes âgées dépendantes. Il s'agit d'ailleurs de la reprise d'une demande du contrôleur général formulée dans son dernier rapport annuel. Selon moi, et je crois que cette opinion est partagée par un certain nombre de nos collègues, cette modification serait inopportune. En effet, l'extension des compétences du contrôle général à cette population se heurterait à plusieurs obstacles sérieux, qui avaient d'ailleurs été détaillés par le contrôleur général lui-même. Premier obstacle est qu'aucune décision d'une autorité publique n'est à la source du placement dans l'un de ces établissements. Il s'agit toujours d'une personne privée qui a demandé ou dont les proches ont demandé à intégrer un EHPAD. Il est donc difficile d'imaginer comme captif quelqu'un qui a demandé à venir dans un lieu d'hébergement. Deuxième obstacle tiendrait à la réalité de la privation de liberté. Chacun sait que dans un EHPAD, il n'y a pas d'interdiction d'aller et de venir pour les personnes âgées qui sont résidentes. Je tiens à saluer encore une fois notre collègue Catherine Tasca pour le dépôt opportun de ce texte législatif et pour la qualité de son travail de rapporteur qui a fait l'unanimité. Comme elle, nous pensons qu'il est essentiel de continuer à mieux faire connaître les fonctions du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en particulier auprès des auxiliaires de justice et notamment des avocats. Ces acteurs pourraient sans doute faire parvenir au contrôleur des éléments d'information utiles à l'exercice de sa mission. Encore faudrait-il encadrer évidemment les conditions dans lesquelles les avocats pourraient transmettre leurs observations. En conclusion, j'espère que la belle unanimité du Sénat qui s'annonce sur cette proposition de loi ne restera pas lettre morte et que nos collègues députés inscriront rapidement ce texte à l'ordre du jour. Mais nous comptons sur vous, Madame la Ministre, notamment si vous deviez inscrire ce texte sur un ordre du jour réservé en priorité au gouvernement. Je vous remercie pour votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Cécile Cukierman pour le groupe CRC. Pas les mêmes. C'est pas le même style. Non, mais je règle voilà, à ma hauteur. Bien, Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues.
Après une latence de quelques années, la loi du 30 octobre 2007 a marqué la naissance fortement attendue d'une nouvelle autorité administrative indépendante chargée spécifiquement, cela a été rappelé, du contrôle des lieux de privation de liberté. En effet, souvenez-vous, un consensus propice à la création d'un mode de contrôle indépendant des prisons subsistait depuis la diffusion au début des années 2000 du rapport Canivet. 7 années se sont écoulées avant qu'un contrôle indépendant ne voie enfin le jour, ce que les membres de mon groupe appelions alors de nos vœux. Permettez-moi de rappeler très brièvement le cheminement de cette idée. Elle a réellement émergé en 2000, à un moment où la question pénitentiaire était sur le devant de la scène et où plusieurs rapports importants étaient publiés, mettant alors en évidence à la fois les conditions indignes de détention dans notre pays et la nécessité d'améliorer le contrôle extérieur des établissements pénitentiaires. Je pense ici au rapport Canivet que j'ai cité précédemment, ainsi qu'à 2 autres rapports d'enquête parlementaire sur les prisons, publiés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Nous étions bien évidemment favorables au principe d'instaurer un contrôleur général dans tous les lieux de privation de liberté, conformément à l'engagement pris par notre pays le 16 septembre 2005 auprès des Nations Unies de créer un mécanisme national de prévention des traitements inhumains et dégradants. Concernant les modalités de sa mise en œuvre, nous avions néanmoins formulé certaines critiques sur le dispositif tel qu'il a été retenu par le gouvernement de l'époque, jugeant que ce dispositif qui était proposé était un texte alors à minima. Les amendements que nous avions déposés sur l'ensemble des bancs de gauche tendaient à faire de cette structure de contrôle une autorité incontestable, impartiale et indépendante, tant sur le plan politique que sur le plan financier. Et déjà à l'époque, nous gagions que la première personnalité à être nommée dès l'entrée en vigueur de la loi pour exercer ses fonctions de contrôleur général saurait donner le ton quant au rôle et à la place de cette instance de prévention des traitements inhumains en termes d'utilité, de crédibilité, d'efficacité et bien sûr d'indépendance. Depuis, les différents rapports de M. Jean-Marie Delarue ont effectivement su mettre en exergue les points forts, mais également quelques faiblesses de cette institution. Ces différents rapports ont été l'occasion de proposer des mesures nécessaires pour conforter la place et le rôle de cette institution que personne aujourd'hui ne remettrait en cause. La proposition de loi que nous examinons donc propose de reprendre un certain nombre de ces recommandations, comme l'a rappelé notre collègue Catherine Tasca dans son intervention, afin précisément de renforcer le cadre légal de son action, de pallier aux difficultés rencontrées par le contrôleur général dans l'exercice de ses missions, d'aligner un certain nombre de ses prérogatives sur celles dont se sont vues dotées postérieurement à sa création certaines autorités indépendantes, et je pense aux défenseurs des droits, et de consacrer dans la loi un certain nombre de bonnes pratiques mises en place par le contrôleur général depuis sa prise de fonction afin de les pérenniser et qu'elles survivent à la personne. Nous saluons à la personne dans l'exercice de ses fonctions. Je ne lui souhaite pas une fin proche pour lui-même, bien évidemment. Nous saluons donc l'ensemble de ces avancées ainsi que le travail fourni par notre rapporteur. La proposition de loi prévoit en effet une disposition pour protéger les interlocuteurs du contrôleur général. Une autre est destinée à lui donner accès à plus d'informations. Une autre consacrant sa compétence en matière d'exécution des mesures d'éloignement forcé d'étrangers en situation irrégulière. Nous approuvons donc l'ensemble des dispositions qui permettront, j'en suis sûre, d'exercer encore plus efficacement cette fonction. Comme le rappelle le rapport de Catherine Tasca, aujourd'hui, au terme de 5 ans et demi d'activité, le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut se prévaloir d'un bilan remarquable. Plus de 800 établissements accueillant des personnes privées de liberté ont été visités et très certainement grâce à la personnalité de son titulaire, à la qualité bien évidemment aussi de l'ensemble de ses collaborateurs, le contrôleur a largement contribué à faire progresser la situation des personnes privées de liberté dans notre pays.
Mais il ne faut pas oublier que le contexte dans lequel a vu le jour cette institution demeure encore malheureusement d'actualité. En effet, et nous le savons, la situation des prisons françaises qui a motivé la mise en place de cette institution en 2007 a finalement peu évolué malgré l'adoption de la loi pénitentiaire en 2009. Les constats demeurent une surpopulation carcérale, l'allongement progressif de la durée des peines, sans parler de la situation dans le secteur psychiatrique ou encore de la situation dans les centres de rétention ou les zones d'attente, dont on commence à parler de plus en plus en ce qui concerne les zones d'attente. Pour parfaire le travail du contrôleur général des lieux de privation de liberté, il reste donc au législateur à agir pour que la loi pénitentiaire puisse être appliquée réellement dans son intégralité. Je souhaite aussi que des dispositifs suffisants soient au cœur de la réforme pénale que vous annoncez, Madame la Ministre, et qui nous sera présentée, afin que le futur contrôleur général des lieux de privation de liberté soit à la hauteur des exigences de notre démocratie dans le constat des lieux de détention. Je vous remercie beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Nicolas Alfonsi pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, chers collègues, l'affaire est connue et avait fait des gros titres. Il y a un an, l'inspection de la prison des Baumettes à Marseille par le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait abouti à la publication de recommandations en urgence. Cette procédure exceptionnelle était justifiée par les traitements inhumains et dégradants constatés. Les contrôleurs avaient notamment constaté des odeurs d'ordures, la présence de rats pullulants, au point que les surveillants lapent des pieds pendant les rondes de nuit pour les éloigner. Cela avait à juste titre fait grand bruit et obligé l'administration pénitentiaire à entamer de profondes transformations et des travaux d'entretien. Madame la garde des Sceaux, vous aviez reçu M. Jean-Marie Delarue et vous aviez longuement répondu par écrit à ces demandes. Vous aviez, suite à la publication de ce rapport édifiant, demandé un audit de la sécurité à l'administration qui devait faire des propositions précises. Monsieur le procureur général et Monsieur le procureur étaient en outre sommés d'apporter une attention toute particulière aux faits de violence. Et vous aviez sollicité une inspection. Tout cela sous l'impulsion donc de cette nouvelle institution si particulière au sein des autorités administratives indépendantes, le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Né du constat des carences du dispositif français, le contrôleur général est issu, nous l'avons rappelé, de la loi du 30 octobre 2007. Cette jeune institution tente de restaurer la dignité de notre institution pénitentiaire en la rendant aux personnes privées de liberté, que celles-ci se trouvent en centre de rétention administrative, en établissement pénitentiaire ou en établissement d'hébergement. Avec plus de 800 établissements visités, et grâce à la personnalité de son titulaire et à la qualité de ses collaborateurs, le contrôleur général a longtemps largement contribué à faire progresser et à améliorer la situation des personnes privées de liberté. Les 5 années d'existence de cette institution, dont l'indépendance a fait honneur à notre pays, ont cependant mis en lumière des distorsions entre le texte et la pratique, pouvant parfois se révéler dommageables à l'exercice même de la mission du contrôleur général. Certes, M. Jean-Marie Delarue a parfois expliqué n'avoir peur de l'insistance inconvenante. Toutefois, les différents rapports rendus par l'institution ont souligné à de nombreuses reprises la perfectibilité de ses prérogatives ainsi que le manque de réactivité ponctuelle des autorités publiques. Le groupe RDSE se félicite ainsi de cette initiative particulièrement éclairée et tente à prendre en compte les leçons tirées de la pratique des années d'existence du contrôleur général.
Il faut rappeler ici que le Sénat s'était opposé en 2011 à l'intégration du contrôleur général au sein du nouveau défenseur des droits. Et comme l'a rappelé Madame le rapporteur, à laquelle je dois rendre hommage pour son initiative, Patrice Gélard avait justement souligné dans son rapport que cette intégration aurait entraîné un affaiblissement de son statut. Ce constat de l'utilité du contrôleur général que partage le groupe RDSE est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Il est en effet plus que jamais nécessaire, à l'aune de la condition des personnes détenues ainsi qu'à l'aune des difficultés rencontrées dans sa mission, que le contrôleur général voit ses pouvoirs renforcés. La création d'un délit d'entrave, la protection des correspondances avec les personnes détenues, ainsi que celle des personnels entrant en contact avec le contrôleur général contre le risque de représailles sont vont dans ce sens. Parce qu'il se voit quotidiennement opposer un certain nombre de restrictions légales et pratiques, il était également inévitable de renforcer ses prérogatives et notamment de lui permettre d'accéder aux procès-verbaux de garde à vue, de mettre en demeure les personnes intéressées de répondre à ces demandes d'informations ou de documents, mais aussi de lever dans certains cas le secret médical avec l'autorisation de la personne privée de liberté. Cette levée de secret médical était particulièrement sensible. Elle a pourtant fait l'objet d'un compromis équilibré que nous devons saluer, sous l'égide coordonnée de Madame le rapporteur et de la Commission des lois. Ce droit est accordé aux seuls contrôleurs autorisés à exercer en France la profession de médecin, avec l'accord des personnes concernées, sauf dans le cas où sont en jeu les privations, sévices et violences commis sur un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger. Par cette nouvelle prérogative, le caractère d'autorité administrative indépendante du contrôleur général s'en voit également renforcé. La pratique de ce dernier a par ailleurs mis en lumière quelques imprécisions quant au dialogue avec les différentes autorités responsables. Il était particulièrement salutaire, à l'image de ce que met en œuvre la proposition de loi, de s'atteler à la précision des modalités et des prérogatives du contrôleur général, notamment lorsque ce dernier adresse des observations aux ministres concernés. Ainsi, cette proposition de loi, les ministres seront désormais systématiquement tenus de lui répondre, et ce, dans un délai déterminé par le contrôleur général. Et ce dernier sera également informé des suites données à ces démarches par le procureur de la République ou par l'autorité judiciaire. Enfin, l'élargissement de la compétence du contrôleur général aux mesures d'éloignement forcé d'étrangers en situation irrégulière et la suite logique des missions conférées à ce dernier en matière de personnes privées de liberté. Le groupe RDSE, vous l'aurez compris, accueille très favorablement cette proposition de loi issue des travaux de la Commission et la votera comme une clarification particulièrement bienvenue des missions du contrôleur général. Alors que son mandat non renouvelable touche à son terme, l'ensemble des membres de mon groupe tient à rendre hommage à l'excellent travail de M. Jean-Marie Delarue, à sa compétence, à son engagement. Il aura très largement contribué à l'efficacité et à l'indépendance réelle de cette institution républicaine. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Esther Benbassa pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, en 2007, l'institution d'un contrôleur général des lieux de privation de liberté devait montrer la volonté de la France de s'engager pleinement dans un contrôle indépendant et effectif de l'ensemble des lieux de détention, quelle que soit la structure concernée. Établissements pénitentiaires, centres hospitaliers spécialisés, dépôts des palais de justice, centres de rétention administrative, etc.
Après 5 années d'exercice, la nécessité d'avoir un contrôleur général n'est plus à démontrer et je veux ici saluer le travail indépendant et sans concession mené par Jean-Marie Delarue qui a sans nul doute fait avancer l'effectivité des droits fondamentaux des personnes privées de liberté et qui, grâce à sa grande sensibilité aux droits humains et aux libertés individuelles, a rempli sa fonction comme un républicain digne de ce nom. Le groupe écologiste souscrit à l'ensemble des préoccupations qui inspirent le texte que nous débattons aujourd'hui, au premier rang desquelles la volonté de favoriser l'exercice de sa mission par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il s'agit également, le groupe écologiste souscrit, comme je l'ai dit, à l'ensemble des préoccupations, mais il s'agit également de traduire maintenant la pratique dans la loi en explicitant la possibilité d'enquête, y compris sur place, du contrôleur général et en détaillant la procédure de saisine et la procédure de déroulement de l'enquête. Autre point important, le texte propose d'inscrire dans nos droits le principe posé par l'article 21 du protocole facultatif des Nations Unies, ajouté à la Convention contre la torture, qui prévoit, je cite, qu'aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le contrôleur général ou des informations qui lui ont été données se rapportant à l'exercice de sa fonction. Je veux ici saluer également le travail de Madame la ministre, rapporteure de cette PPL, notre collègue Catherine Tasca, qui a, par son travail et son engagement, notablement enrichi ce texte. Ainsi, un amendement visant à étendre le champ de compétences du contrôleur général des lieux de privation de liberté au contrôle du déroulement des mesures d'éloignement d'étrangers, et ce jusqu'au pays de destination, a été adopté par notre commission. Cette disposition me semble capitale pour la défense des droits des étrangers en situation irrégulière. Elle relève non seulement du respect du plus élémentaire des droits humains, mais aussi d'un principe humaniste honorant les pays qui le respectent. Les étrangers expulsés ne sont pas des colis qu'on jette dans les avions, mais des êtres humains dignes d'égard. Nous les leur devons, ne serait-ce que par égard pour notre longue tradition de pays d'immigration. Une certaine propagande anti-immigration a fait des immigrés des indésirables, des parasites. Elle peut à la longue les déshumaniser, voilà le danger. Évitons cela, ne serait-ce déjà qu'en les accompagnant pendant les expulsions dans des conditions dignes pour que nous ne perdions jamais de vue cette humanité qui nous unit irrévocablement aux étrangers, quels qu'ils soient, une humanité réelle, sans frontières, insensible aux différences de nationalité, d'origine ou de religion. En l'état actuel du droit, le contrôleur général est compétent pour contrôler les zones d'attente des ports et des aéroports, ainsi que les centres de rétention administrative. Mais le terme que je mets entre guillemets « transfèrement » utilisé par la loi ne s'appliquant qu'aux personnes détenues, il n'avait aucun droit de regard sur les conditions de transfert forcé des étrangers de la sortie du centre de rétention à l'arrivée dans le pays de destination. Or, on le sait, cette phase a donné lieu à de maints abus de la part des forces de police. Les témoignages ne manquent pas et nombreux sont ceux qui, de retour au centre de rétention, racontent les coups, les menaces, les humiliations subies sur le trajet vers l'aéroport. Il me semble donc capital que le contrôleur général puisse contrôler l'ensemble de la mesure d'éloignement jusqu'à la remise de l'intéressé aux autorités du pays de destination et que ces équipes puissent être présentes dans l'avion ou enquêter sur des faits s'y étant éventuellement déroulés. Chacun se souvient, chers collègues, avec effroi de ce jeune Somalien de 24 ans et de cet Argentin de 52 ans décédés sur notre sol
dans des circonstances troubles au cours de leur reconduite à la frontière. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe écologiste souhaite que les prérogatives du contrôleur soient les plus étendues possibles. Ma collègue Aline Archambault, très engagée sur le sujet, aura l'occasion de vous en dire davantage lors de la discussion des articles et d'aborder la délicate question des personnes âgées vivant en EHPAD. Viscéralement attaché à la défense des droits fondamentaux, et notamment à ceux des personnes privées de liberté, le groupe écologiste votera avec engagement et conviction cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-René Le Serre pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, mes chers collègues, j'ai toujours été convaincu que le Sénat était particulièrement investi de deux missions essentielles. L'une constitutionnelle, la représentation des collectivités territoriales de la République, l'autre historique, la défense des libertés et de la dignité humaine. Nul n'a oublié que c'est au président du Sénat, Alain Poher, que nous devons la sauvegarde de la grande loi de 1901 sur la liberté d'association, par sa saisine du Conseil constitutionnel, qui rendit alors sans doute la plus importante de ses décisions, celle du 16 juillet 1971. De même, l'attention du Sénat à la situation des personnes détenues et l'ardente obligation de préserver leur dignité et l'espoir de leur réinsertion est partagée sur tous les bancs de notre Haute Assemblée. Une fois encore, je rappellerai le constat affligeant de la commission d'enquête sénatoriale que présidait en 2000 notre collègue Jean-Jacques Hyest et que résume avec la brutalité nécessaire le titre du rapport « Prison, une humiliation pour la République ». Même partagé, un diagnostic ne suffit pas à inverser à lui seul pareille dérive. Et je citerai aussi les propos que tenait le président Sarkozy devant le Congrès réuni à Versailles le 28 juin 2009, presque 10 ans plus tard. Comment accepter que la situation dans nos prisons soit aussi contraire à nos valeurs de respect de la personne humaine? Comment espérer réinsérer dans la société ceux qu'on aura privés pendant des années de toute dignité? L'état de nos prisons, nous le savons tous, est une honte pour notre République, quel que soit par ailleurs le dévouement du personnel pénitentiaire. Et pourtant, des pas ont été franchis ces dernières années qui marquent un indiscutable progrès qu'il convient bien sûr de consolider. Vous ne serez pas surpris que je cite la loi pénitentiaire de 2009, même si tous ces décrets d'application n'ont pas encore été pris, et si la règle, il en manque un, Madame le Ministre, il en manque un, tout à fait, c'est un de trop, et si la règle de l'encellulement individuel demeure plus que jamais virtuelle. Et la loi du 30 octobre 2007 instituant le contrôleur général des lieux de privation de liberté, dont le champ de compétences dépasse largement les lieux hébergeant les personnes détenues, pour appréhender l'ensemble des personnes privées de liberté par décision d'une autorité publique. Ce qui ne concerne pas, malgré tout, je le note pour ne plus y revenir, les personnes âgées dépendantes, dont l'admission en EHPAD ne résulte d'aucune décision administrative et dont la restriction de liberté s'avère indissociable de leur perte d'autonomie et de la nécessité de les protéger. Comme le note notre rapporteur, institution récente, il a débuté ses visites en septembre 2008. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté présente, au terme de 5 ans et demi d'exercice, un bilan quantitatif et qualitatif extrêmement positif, qui a fait de lui une autorité reconnue dans la défense des droits fondamentaux. Nous savions tous l'importance que revêtait le choix du premier titulaire de cette fonction. Aussi le Parlement, à l'initiative du Sénat, avait-il anticipé la saisine pour avis des commissions des lois de chaque Assemblée, et chacun se félicite aujourd'hui de la nomination, sur proposition du président Sarkozy, de Jean-Marie Delarue. Je citerai encore Éric Sénat, conseiller à la Cour d'appel de Montpellier et maître de conférences associé à la faculté de droit de la même ville. L'organisation administrative et la place du contrôle général des lieux de privation de liberté dans le paysage institutionnel national
ne sont plus interrogés dans le débat public. Nombreux sont à se féliciter, autant dans l'Hexagone qu'à l'échelon européen, de la richesse et de la finesse des observations et du travail considérable qui a été accompli par le contrôleur général et son équipe. Fin de citation. À la veille du terme de son mandat non renouvelable, Jean-Marie Delarue a ouvert un dialogue avec les pouvoirs publics sur l'évolution de notre mécanisme national de prévention des atteintes aux droits fondamentaux des personnes captives, dont on peut penser que la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui devrait être l'aboutissement. La première interrogation porte sur l'avenir du contrôle général avec les deux branches de l'alternative, maintien de l'autonomie ou intégration au sein des missions du défenseur des droits. Si la question se pose encore, on le doit au Sénat, puisque l'Assemblée nationale avait opté pour une intégration à la fin du mandat de Jean-Marie Delarue. Notre Assemblée avait en revanche suivi l'argumentaire de son rapporteur de la loi organique et de la loi ordinaire relative aux défenseurs des droits, notre collègue Patrice Gélard, qui avait estimé qu'une éventuelle intégration ne pourrait être décidée qu'au regard du premier bilan d'activité du contrôle général et qu'un choix prématuré aurait affaibli son autorité. En modifiant la loi de 2007, nous prenons délibérément parti pour l'autonomie de cette institution. Les arguments ne manquent pas. Certains sont conjoncturels et tiennent à la situation aujourd'hui toujours aussi délicate de l'univers carcéral, avec des niveaux de surpopulation pénale qui demeurent inquiétants et imposeront le renouvellement du moratoire pour l'application des dispositions relatives à l'encellulement individuel. D'autres présentent un caractère structurel. La démarche de contrôle, de prévention, d'évaluation du contrôleur général se différencie largement des missions du défenseur des droits que peuvent saisir les personnes s'estimant lésées dans leurs droits et qui a repris les responsabilités de médiation. Enfin, défenseurs des droits et contrôleur général ont signé le 8 novembre 2011 une convention ayant pour objet d'organiser la transmission des saisines et d'assurer l'information réciproque des deux institutions dans le respect de leur indépendance et de la protection des données personnelles. La complémentarité est notamment organisée dans l'article 3 de cette convention, dont je me permets de vous donner lecture. Lorsque l'une ou l'autre des deux autorités est saisie d'une réclamation témoignant à la fois, d'une part, d'un dysfonctionnement administratif, d'une atteinte au droit ou à l'intérêt supérieur d'un enfant, d'une discrimination ou du non-respect des règles de déontologie par des personnes exerçant des activités de sécurité, et d'autre part, d'une atteinte aux règles et aux mesures générales d'organisation et de fonctionnement de la prise en charge ou du transfèrement d'une personne privée de liberté, elle met en œuvre les procédures qui lui sont propres et saisit l'autre autorité pour ce qui relève de sa compétence. Une étroite complémentarité est ainsi assurée. Mais vouloir la pérennité du contrôle général comme autorité administrative indépendante amène aussi à prendre acte du bilan de l'institution, de ses forces comme de ses faiblesses, pour, je cite encore le rapport, conforter sa place et son rôle dans le paysage de la défense des libertés publiques. La proposition de loi prend ainsi toute mesure utile pour mettre fin aux risques de représailles et de pression dont peuvent parfois faire l'objet tant les personnes captives que les membres du personnel qui saisissent le contrôleur général ou s'entretiennent avec ses équipes. En dépit des évolutions considérables de l'administration pénitentiaire, de la qualification de plus en plus poussée des directeurs d'établissement, des efforts de formation de l'ensemble des personnels, cette administration reste marquée par une certaine opacité et par quelques difficultés de la hiérarchie parfois à s'y faire entendre. Il était d'autant plus important d'y porter remède que la crainte, fût-elle dans bon nombre d'établissements infondée de représailles, risquait de déstabiliser toute l'action du contrôleur général, comme le laisse supposer bon nombre de courriers adressés par des personnes détenues aux parlementaires. De même, il importe de réexaminer l'interdiction faite au contrôle général d'accéder à des informations couvertes par le secret médical. Le contrôle se rend sur place, voit la réalité des situations et peut avoir besoin d'un accès immédiat au dossier médical. L'aide des médecins lui est également précieuse et l'instauration d'un accès inconditionnel
au secret médical risquait de nuire à la qualité des relations avec les professionnels de santé. L'amendement de notre rapporteur, précisant que seuls les collaborateurs du contrôleur général, titulaires d'un diplôme de médecine, auraient la faculté de prendre connaissance d'informations couvertes par le secret médical, à charge pour eux d'en extraire les éléments nécessaires à l'exercice du contrôle, devrait apaiser les inquiétudes tout en marquant un indiscutable progrès. Le texte laisse cependant demeurer un certain nombre d'interdictions. On connaît l'état de la surpopulation carcérale et la dangerosité d'un certain nombre de codétenus. Le contrôleur général ne pourra toujours pas accéder au dossier médical de celui dont la dangerosité alléguée par un de ses codétenus sans l'accord bien hypothétique de celui-ci. Il est vrai que d'autres solutions existent. Il importait aussi de préciser la procédure applicable aux enquêtes réalisées par les services du contrôle général sur saisine de ce dernier, de faits ou situations relevant de sa compétence, en inscrivant dans la loi la pratique mise en place. Autorisation à tout collaborateur du contrôleur général des lieux de privation de liberté de procéder à toute vérification nécessaire sans que les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne puissent s'y opposer, pour d'autres motifs que ceux qui encadrent les visites. Toute personne sollicitée sera en outre, sous les mêmes réserves, tenue d'apporter toute information en sa possession. Enfin, le contrôleur général, apparaissant parfois largement démuni face à l'inertie de certains comportements, l'article 5 de la proposition de loi lui donne la possibilité de mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai déterminé. Les réponses ministérielles posaient parfois, en effet, problème, tant par leur contenu que par leur délai. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le vote aussi consensuel que possible de cette proposition de loi permettra au Sénat de réaffirmer toute l'importance qu'il accorde à la dignité des personnes et à l'évolution nécessaire de l'univers carcéral. Dans les pas et le chemin tracés par le premier contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, il nous appartient de consolider les fondements de la loi du 30 octobre 2007 au regard des imperfections que cette première expérience a permis de mettre en évidence. En remerciant Madame le rapporteur pour la qualité et l'esprit de son travail et en souhaitant que cette proposition de loi puisse être examinée rapidement par nos collègues députés, je vous confirme que le groupe UMP lui apportera tout son appui. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Virginie Claes pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai choisi de ne pas forcément revenir en détail sur les dispositifs et dispositions proposées par ce texte de loi, par cette proposition de loi, que je remercie notre collègue Catherine Tasca d'avoir travaillé, écrite et réussi à inscrire à l'ordre du jour de notre séance. Les dispositions elles-mêmes ont déjà été largement évoquées et je pense qu'elles font largement consensus aussi. Donc il m'a semblé peut-être plus important de faire état aujourd'hui de l'institution qu'est le contrôle général des lieux de privation de la liberté et de se remémorer pourquoi nous avons institué ce contrôle et de nous remémorer aussi pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de modifier un petit peu cette loi pour la survie de cette institution, de cette autorité indépendante, parce qu'elle s'applique dans ce que l'on définit comme les lieux de privation de la liberté. Ce sont des mots, mais les mots ont leur importance. La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et pourtant, certains d'entre nous vivent dans des lieux dans lesquels ils sont privés de liberté, sans s'étendre sur les raisons pour lesquelles ils sont dans ces lieux privés de liberté. Ils y sont placés par décision d'une autorité publique. Néanmoins, on ne peut pas parler du contrôleur général des lieux de privation de la liberté sans réfléchir aux conditions de vie matérielle, de vie quotidienne, de sécurité nécessaire,
donc de contraintes et de tensions générées pour ces personnes, mais aussi de relations sociales, mais aussi de repères brouillés entre les uns et les autres, mais aussi du positionnement des individus les uns par rapport aux autres, dans ces lieux de privation de liberté, que ce soit des lieux de détention, que ce soit des lieux de garde à vue, que ce soit des centres de rétention, que ce soit des hôpitaux psychiatriques. Vous avez d'un côté ceux qui ont l'autorité, le savoir et le pouvoir, et puis vous avez les autres. Et ce sont donc nécessairement des relations complètement différentes de celles que nous connaissons, nous, dans la vie de tous les jours, dans celle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Ce sont nécessairement des relations complètement différentes qui s'établissent entre les individus. Et c'est bien pour cela qu'il est primordial qu'un contrôle indépendant, qu'un contrôle objectif puisse s'exercer pour que soient respectés à minima les droits fondamentaux des individus, aussi bien des individus qui sont détenus, retenus dans ces lieux par décision de l'autorité publique, que les personnes qui y travaillent et qui sont donc elles aussi, par obligation et par nécessité ou par vocation, un certain nombre d'heures par jour et de jours par semaine. On ne peut pas ignorer le regard différent qui va se poser entre collègues dans ces lieux, entre collègues de même niveau hiérarchique ou entre collègues de niveau hiérarchique différent. On ne peut pas ignorer le regard différent qu'ont les personnes retenues ou détenues dans ces lieux entre elles et les relations hiérarchiques différentes qui vont nécessairement s'établir dans un monde qui ne correspond pas à celui dans lequel on a évolué jusqu'à présent, dans un monde dont on ne comprend pas forcément ni l'ordre, ni les règlements, ni la loi. On ne peut pas ignorer non plus, bien évidemment, les relations et le regard entre ceux qui ont le pouvoir, le savoir et l'autorité et ceux qui ne les ont plus. Dans ces lieux, et malheureusement l'actualité est là pour nous le rappeler de temps en temps, on peut rencontrer la violence la plus extrême, mais on peut rencontrer aussi la résignation. On peut rencontrer au final l'indifférence qui peut s'installer totale, y compris vis-à-vis de son propre sort. On peut rencontrer la révolte, on peut rencontrer l'injustice ou le sentiment d'injustice. On rencontre, on y côtoie forcément le pire et le meilleur de ce dont l'homme est capable, mais sous une formule concentrée, sous une formule enfermée, sous une formule nécessairement explosive à certains moments. Le contrôleur général lui-même nous le disait. Je profite de ce que j'ai la parole pour rappeler ce qu'il nous a dit au moment de l'élaboration de son budget, puisque je n'ai pas pu le dire à ce moment-là à la tribune, mais quand le contrôle reçoit une lettre d'un individu désespéré pour quelque raison que ce soit, humilié pour quelque raison que ce soit, au bout du rouleau, comme on dit chez nous, quand on est en liberté pour quelque raison que ce soit, s'il n'y répond pas rapidement, si rapidement il ne prend pas en compte la parole de cet individu, si rapidement il n'y a pas une oreille humaine quelque part qui dit « oui, je suis là et j'ai entendu et je vais m'en occuper », la situation est de plus en plus explosive. Et je crois malheureusement que le taux de suicide important dans nos prisons françaises, tout comme d'ailleurs les révoltes importantes et tout comme le mal-être parfois des gardiens, des surveillants, tout cela est significatif de la nécessité impérative et absolue que nous avons de garantir qu'un minimum de liberté, d'égalité et de fraternité règne aussi dans ces lieux de privation de liberté. C'est pour cela qu'il est important que le contrôleur général de ces lieux ait à la fois les moyens de sa mission et les moyens de répondre rapidement et les moyens de se déplacer et d'aider l'administration pénitentiaire, d'aider l'administration de la santé, d'aider toutes les administrations, d'aider tous les hommes et toutes les femmes qui, à des moments plus ou moins longs de leur vie, sont dans ces lieux de privation de la liberté, de les aider à faire régner le plus possible de paix et de sérénité dans ces lieux, pour la sécurité de toutes et de tous. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Tout de suite, c'est Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction
de Public Sénat qui reçoit ce soir Marie-Lise Lebranchu, ministre de la fonction publique et de la décentralisation. Et on se retrouve juste après à 19 h pour 24 h Sénat, le journal. Le Club des municipales, c'est le rendez-vous dédié aux élections municipales. Autour de Gilles